sommes en Californie, à Sun Lane, banlieue de Los Angeles. C'est un énième quartier résidentiel qui s'étend dans les montagnes californiennes, où chacun a une piscine dans le jardin et un drapeau américain accroché au devant de la maison. Notre histoire commence pas n'importe quand, il est tôt le matin, le soleil vient à peine de se lever, et nous sommes le 1er novembre, le lendemain d'Halloween 1979. C'est à ce moment-là qu'un jogger parcourt le quartier en courant comme à son habitude, mais il ralentit et s'arrête brusquement, car il vient d'apercevoir quelque chose de vraiment pas normal. Dans la cour d'une maison, directement sur la pelouse, sur un tapis d'hier, est allongé ce qui ressemble à un corps. En s'approchant, il se rend compte que c'est pas un animal, mais que ça semble plutôt être une jeune fille qui est morte depuis plusieurs heures. Le corps est tellement abîmé qu'il est difficile de distinguer précisément son visage et ses traits physiques. Ses mains ont été pour une coupée, l'autre trouée. Plusieurs de ses os sont cassés et son visage est déformé par les chocs. Il ne fait aucun doute que cette jeune fille a énormément souffert et qu'elle est absolument pas décédée de mort naturelle. Et c'est ce constat qui va mener à la traque non pas d'un, mais de 2 tueurs qui ont discrètement capturé, abusé et tué plusieurs femmes à travers la Californie et les environs de Los Angeles. Salut bande de BG ténébreux, faut savoir que je regarde beaucoup de true crime sur YouTube et donc dans RDRM je fais toujours attention de pas vous parler de sujets que je connais déjà pour pas faire redite avec le reste de YouTube et surtout pour pas que je sois biaisé, que je fasse mes propres recherches et mon propre travail, pas que ce soit recopié d'un autre. Et quelle ne fut pas ma stupeur en constatant que personne n'avait parlé de Roy Norris et Lawrence B. Taker, qui sont très connus dans la culture populaire américaine apparemment. Perso, j'ai appris leur existence en voyant qu'ils avaient commis leur dernier meurtre pile le jour d'Halloween et ça tombe bien, parce que c'est aujourd'hui. Bon là non, parce que je suis en tournage et pour vous non plus, parce que je pense que j'ai encore un 1000 ans de retard. Faites comme si, surnommés les Toolbox Killers, aka les tueurs de la boîte à outils, bah c'est un peu des bricoleurs et ils sont loin d'être cons en fait. Ils vont kidnapper, violer et torturer 5 femmes avec des masses, des pics à glace, des pinces qui sont stockées justement dans une boîte à outils leur appartenant. C'est assez rare pour être notifié, mais pour le coup on est vraiment sur un duo de psychopathes. Il n'y en a pas vraiment un qui a entraîné l'autre, même si le plus connu c'est Lawrence, qui sera décrit par l'agent du FBI John Douglas comme l'individu le plus inquiétant pour lequel il ait jamais créé un profil criminel. Ils vont sévir en Californie, avec un plan bien rodé impliquant leur van, qui vont baptiser le Murder Mac, et c'est leur histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, comme d'hab, juste après le générique. Peut-on le faire? Oui, on peut. Lawrence B. Taker est né en 1940 en Pennsylvanie à Pittsburgh et il a jamais connu ses parents biologiques vu qu'il a très tôt été placé en orphelinat. C'était un couple qui voulait pas d'enfants a priori et en 1940 c'est un petit peu plus compliqué. Bon, c'est pas un super début dans la vie, mais perso ça m'impressionne pas vu que je suis né près de Melun. Heureusement il a rapidement été adopté par une famille, ce qui est assez chanceux. J'ai pas beaucoup d'infos mais visiblement, et vu ce qu'il est devenu, c'était un peu compliqué avec cette nouvelle famille. Je pense pas qu'il y avait nécessairement beaucoup de tensions, mais à mon avis c'est plus que son père, qui travaillait dans l'industrie aéronautique, avait pas vraiment le temps de s'occuper de lui. Il dira plus tard que ses premiers méfaits, il les avait faits pour compenser un manque d'affection et d'attention. Ouais. Ce qui a pu aussi aider, c'est les déménagements successifs de la famille à cause du travail du père adoptif qui bougeait pas mal. Lawrence a donc bougé de la Pennsylvanie pour aller dans la Floride. Bien, puis l'Ohio, pas bien, puis la Californie, ce qui est mieux. Donc il a rapidement commencé à avoir des problèmes avec la justice, il a pas attendu sa majorité. Sa première arrestation c'est pour un vol à 12 ans, et il a ensuite continué à se faire arrêter plusieurs fois, attirant l'attention des autorités qui s'occupaient des mineurs. En 1957, à l'âge de 18 ans, Lawrence va abandonner ses études. À ce stade, il est déjà arrivé en Californie, il va se faire arrêter à nouveau, ce pour vol de voiture, délit de fuite et évasion. Bon, en gros, je suppose que les policiers l'ont interpellé, qu'il a pas réussi à se barrer. Mais sauf que cette fois, ça rigole plus, vu que son crime est vachement plus vénère. Il sera donc emprisonné au California Youth Authority jusqu'à ses 18 ans. Bon, en gros, c'est un centre correctionnel pour mineurs, avec aussi forcément une partie études/éducation. Et c'est jusqu'à 25 ans. Donc B. Taker a pas été libéré à sa majorité, il avait juste purgé sa peine, quoi. Bon, en sortant, il aura une mauvaise surprise, apprenant que ses parents adoptifs l'a fait renier. Du coup, il a plus vraiment d'endroit où aller. Et à vrai dire, en fait, ils ont même déménagé carrément dans un autre état
ce qui fait que il les reverra absolument plus jamais de sa vie. De toute façon, il va pas rester très longtemps en liberté, arrêté quelques temps après pour avoir conduit un véhicule volé et tenté de passer les frontières de l'État. En août 1959, il a donc été recondamné à 18 mois d'emprisonnement, qu'il est allé purger dans la maison de correction d'État de l'Oklahoma. Il a ensuite été transféré dans un centre médical à Springfield. Il y a 1 milliard de villes qui s'appellent comme ça aux States, mais là je parle d'une qui est au Missouri, l'État voisin. Et je sais pas s'il y est pour des raisons physiques ou psychologiques, pour ce qui est de la partie psy on en reparlera plus tard. De toute façon il y est pas resté longtemps vu qu'il a été libéré en 1960. Bon, globalement il va ressortir pour re-rentrer juste après, capturé à Los Angeles pour vol qualifié. Mais fini les conneries, vu que il va prendre 15 ans. Non, je rigole, en fait il a bien pris 15 ans mais il est sorti au bout de 2. Cependant, 1 an après il a été réenfermé vu qu'il avait violé, non pas une meuf pour le moment, mais les conditions de sa liberté conditionnelle. Et la situation va se reproduire en 1967 où il va être relâché avec une liberté conditionnelle, sauf qu'il va aussitôt re-rentrer. En gros, ce qui lui est arrivé apparemment cette fois, d'après ce que j'ai compris, c'est un vol. Et en quittant les lieux, il a provoqué un accident. Voilà, peut-être dans sa fuite, peut-être qu'il a fait un délit de fuite, je ne sais pas. Il va prendre 5 ans pour ça, mais il va être libéré en 70, puis arrêté en 71 pour cambriolage. Et je me répète un petit peu. Bon, j'ai essayé d'aller vite parce que c'est des allers-retours, c'est pas très intéressant. Mais il a été condamné 6 fois. Et je crois que ce qu'il a réellement fait pour ces 6 peines, ça équivaut même pas à la peine de 15 ans qu'il a pris en une fois. J'ai vu énormément de true crime, comme je disais. Et à ce point-là, quand même... Surtout qu'en 1966, il y a eu des évaluations psychologiques par 2 psychiatres indépendants qui ont été faites sur lui. Alors déjà, il a un QI de 138, et ensuite, il a littéralement été diagnostiqué comme psychopathe. Bon, pas sûr que ce soit un terme encore valide dans le corps médical maintenant, c'est les années 60. D'après ce que j'ai compris, maintenant, on utilise plutôt le terme trouble de la personnalité antisociale. En tout cas, d'après les psys, on aura affaire à un individu hautement manipulateur, incapable de reconnaître les conséquences de ses actes. D'après Bittaker lui-même, ses crimes lui donnent un sentiment d'importance qui est recherché, donc ils le savent que c'est pas un mec qui commet des crimes juste pour pouvoir acheter à manger. Et pourtant, 1 an après les diagnostics, il a été libéré, et pas pour la dernière fois. En 74, sans surprise, il va aller encore plus loin, puisqu'il va carrément faire une tentative de meurtre. Dans un supermarché, Bittaker aurait volé un steak, mais un des employés, Gary Louis, l'avait vu, et il l'a suivi sur le parking. Il l'a interpellé, et lui a demandé s'il avait oublié de payer. Bittaker a alors sorti un couteau, et a poignardé le pauvre employé à la poitrine. La lame de Lawrence a manqué de peu son cœur. Pour un steak quand même. Il a rapidement pris la fuite, mais a été heureusement intercepté par 2 employés. Il a été arrêté, mais simplement condamné pour agression avec une arme mortelle, pas pour meurtre, vu que heureusement Gary a survécu. Il va donc être envoyé à la California Men's Colony, à San Luis Obispo, ville qui a pour l'anecdote été nommée par rapport à un Français, pas le chanteur de merde, mais un évêque d'Anjou. Et c'est dans cette prison que Lawrence Bittaker va rencontrer Roy Norris. Roy Norris est lui né au Colorado, un état très sous-coté des États-Unis, le 5 février 1948, il est un petit peu plus jeune que son ref. Il a été conçu hors mariage, ce qui était super mal vu à l'époque, donc ses parents ont dû se marier peu après sa naissance pour éviter les problèmes. Alors lui pour le coup ne manque pas de famille, puisqu'en fait littéralement toute sa famille est à proximité, parce que en fait son grand-père possède pas mal de biens immobiliers et du coup je suppose qu'il doit leur louer. Pas pour ça que Roy vit dans le luxe, même pas du tout en fait. Son père travaille dans une casse et sa mère qui est femme au foyer est toxicomane. Ouais, je préfère Melun quand même. Et à cause de ce cadre de vie instable et de la pauvreté, il sera placé de temps à autre dans des familles d'accueil dans tout le Colorado. Il reviendra aussi parfois vivre chez sa famille. Il a donc eu une enfance très compliquée, souvent négligé ou maltraité dans les familles d'accueil avec lesquelles il vivait. Il a été ainsi parfois privé de nourriture ou de vêtements, et Dieu sait qu'il peut faire froid dans le Colorado. Chez ses parents également, mais dans une moindre mesure, puisqu'il dit simplement qu'il y était souvent accusé de tout et n'importe quoi. Et le pire de tous, il aurait été abusé sexuellement alors qu'il était placé chez une famille hispanique. Et ce, en plus d'autres abus et négligences de leur part. Il garda apparemment de cette période un léger racisme envers les communautés hispaniques. Ce fut un sacré traumatisme pour Norris. Bon, en tout cas, on imagine que c'est pas optimal pour se construire en tant qu'enfant. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 16 ans, Norris, à un moment où il était retourné chez ses parents, était allé sonner chez un des membres de sa famille. Vu que, je rappelle, ils vivaient tous à proximité les uns des autres. Et il aurait apparemment parlé à cette parente, âgée d'une vingtaine d'années, d'une manière un petit peu crue et suggestive. Il est rentré dedans. Ça me choque alors que j'habite à Dunkerque. Bon, celle-ci l'a jeté de chez elle sans ménagement et a informé son père qui a menacé de le battre. Suite aux menaces, Norris a simplement volé la voiture de son père avec laquelle il s'est rendu dans les montagnes rocheuses qui couvrent tout l'ouest du Colorado. Il y tentera de se suicider en s'injectant de l'air dans les veines, mais échouera. Il sera retrouvé et interpellé, et il retournera vivre chez ses parents.
À son retour, son père lui informera que lui et sa sœur n'étaient pas désirés et que son père et sa mère auraient du coup eu l'intention de divorcer une fois que les deux enfants auraient passé l'adolescence. Bon, je suppose que sa sœur du coup était plus jeune parce qu'au niveau de l'adolescence, chez Norris, ça bouillonnait en dedans là. Un an après ces événements, Norris va lâcher lui aussi ses études pour aller dans la marine américaine. Il est d'abord en poste à San Diego en 1965, puis appelé pour la guerre du Vietnam en 67. Alors pas de souvenir de guerre traumatique chez Norris, c'est pas ça qui a aggravé son état, puisqu'en 4 mois il va participer à aucun combat avant d'être libéré. Bon, apparemment c'est à cause de ses problèmes psychiatriques qui lui ont été diagnostiqués après sa première arrestation, donc avant qu'il quitte les États-Unis. Bon, c'est compliqué. En 1969, alors que Lawrence était au milieu de ses allers-retours en prison, Roy va commettre ses premières infractions qui sont directement de nature sexuelle. La première fois, il aurait tenté de s'introduire dans la voiture d'une femme seule, mais a échoué. Seulement 3 mois après, en février 1970, il essaya de persuader une femme de pouvoir rentrer chez elle, mais devant son refus, il a directement tenté de s'introduire par effraction. Et avant qu'il ait pu entrer, la femme a appelé la police et il a été interpellé. Il va être libéré en mai, sous caution. Quelques temps plus tard, il agressa une étudiante sur le campus de l'université d'État de San Diego. Alors en fait, je crois qu'il essayait à ce moment-là de la suivre, ou de la traquer, c'était un peu en mode stalker quoi. Il lui a frappé à plusieurs reprises l'arrière de la tête avec une pierre, jusqu'à ce qu'elle tombe à genoux. Il s'est ensuite agenouillé sur le bas de son dos, pour lui frapper violemment la tête contre le trottoir à plusieurs reprises. Je sais pas ce qu'il est advenu ensuite, je suppose que Norris est juste parti. Sa première condamnation a lieu encore peu de temps après, pour agression avec une arme mortelle. J'ai pas les détails, mais ça l'a envoyé tout droit à l'hôpital public d'Atascadero. Alors il a pas été blessé ou rien, il a juste été enfermé 5 ans à cause de ses troubles mentaux. Alors Norris est classé comme délinquant sexuel, mais en plus de ça, il a été classé pendant son petit passage à l'armée comme souffrant d'un trouble schizoïde. C'est pas forcément un trouble très grave, c'est juste que la personne n'a pas forcément d'intérêt dans les rapports sociaux et a pas forcément besoin de nouer beaucoup de liens sociaux. Comme moi. Norris a été libéré après 5 ans de probation en 1965, alors que d'après les spécialistes, il ne représentait plus aucun danger pour autrui. Dans les mois qui ont suivi, 3 mois après même, Roy a agressé une femme âgée de 27 ans qui sortait à pied d'un restaurant de Redondo Beach, près de Los Angeles. Norris lui a proposé de repartir chez lui sur sa moto, mais alors que la femme a refusé, il a attrapé son foulard et l'a serré autour de son cou. Il lui dit alors, tout simplement, qu'il s'apprête à la violer. Norris l'a finalement entraînée dans les buissons à proximité et l'a agressée. La femme, qui craignait pour sa vie, n'a pas résisté. Elle a signalé le viol à la police, mais celle-ci n'a pas pu identifier Norris. Par contre, un petit peu plus tard, la victime est retombée sur la moto de Roy et elle a noté la plaque pour la signaler à la police. Norris a donc été arrêté, jugé et condamné 1 an plus tard. C'est donc suite à cette arrestation qu'il se retrouve à la California Men's Colony et où il rencontra du coup Lawrence B. Taker. Bon, apparemment notre duo s'était rencontré avant d'arriver à la California Men's Colony de San Luis, mais sans vraiment faire connaissance. B. Taker avait comme première impression de Norris celle d'un mec avisé. Il hésitait apparemment pour ses différents trafics pas à s'associer à des gangs de motards, des mecs endurcis, tu vois, qui rigolent pas quoi. Bon, c'est une facette de Norris dont j'ai pas beaucoup parlé parce que j'ai pas d'infos, et qu'il a pas été arrêté ni condamné pour ça. Mais apparemment il avait des petites activités de trafiquant de drogue. Après bon, c'est les années 70, tu vois, tout le monde fumait un petit peu. Le mec vendait pas non plus du crack. Donc je pense qu'en plus du côté prédateur sexuel solitaire, il devait avoir déjà un petit pied dans la délinquance, ce qui lui fait un point commun avec B. Taker. Mais justement, ce côté criminel sexuel dans les prisons, c'est jamais très populaire. Et Norris va passer proche de se faire agresser 2 fois par des co-détenus, voire au moins 2 reprises, et à chaque fois B. Taker l'a sauvé. Il serait progressivement devenu ami, après notamment que Norris lui a appris à faire des bijoux. Bon, je sais pas exactement si on parle de vrais bijoux, mais probablement plus de faire défaut. Se découvrant un goût mutuel pour la violence sexuelle et la misogynie en général, ils commencent petit à petit à discuter de sujets plus dérangeants. Norris révélant par exemple que ce qui l'excite le plus, c'est de voir la frayeur dans l'expression de ses victimes, et c'est pour ça qu'il a un aussi long dossier d'infraction sexuelle. B. Taker, lui, répond que s'il violait une femme, il la tuerait ensuite pour pas qu'elle puisse témoigner. Et pendant leur séjour en prison, les deux vont fantasmer et élaborer un plan pour tuer et violer des jeunes adolescentes dès leur sortie. Leurs projets vont voir le jour durant cette période, où ils se jurent de se revoir une fois sortis de là. B. Taker est sorti de prison le 15 octobre 1978, où il est retourné s'installer à LA, et il a facilement trouvé du travail en tant que machiniste qualifié. Et putain, pour un mec sorti de prison, il gagne $1000 par semaine.
et probablement des dollars de l'époque d'ailleurs. Il refait sa vie en attendant l'arrivée de son pote et malgré son caractère très solitaire, il s'adapte très bien, il se fait pas mal de connaissances, il se lie d'amitié avec beaucoup de monde, où il est vu dans le voisinage comme quelqu'un de sympa et de généreux, tu vois, vu qu'en plus il donne beaucoup à l'armée du salut. Une fois d'ailleurs, il aurait acheté une grande quantité de vivres et de vin, qu'il aurait distribué allègrement aux sans-abri de la ville. Bon, c'est un petit peu suspect, ça fait un peu Vincent Macario, ça. Peut-être qu'il voulait justement contrer son fameux manque de reconnaissance en faisant cela, je ne sais pas. D'après ce que j'ai compris, il a même acheté un motel à Burbank, où il vivait aussi, qui est devenu un repère et un lieu pour socialiser pour les adolescents. Et Bittaker veillait à ce qu'il le soit en s'assurant qu'il y ait toujours de la bière ou de la weed à disposition. Norris a été libéré en 1979, le 15 janvier, 3 mois après Bittaker. Il est retourné chez sa mère, qui était elle aussi à Redondo Beach. Il a trouvé un emploi d'électricien à Compton, toujours dans la banlieue de Los Angeles. Et dès sa sortie, en fait moins d'un mois après, il commet un viol de plus en abandonnant après sa victime dans un désert. Bittaker a finalement écrit une lettre à Norris, où les deux se sont fixés un rendez-vous pour se voir dans un hôtel, où ils ont discuté de leur fameux plan pour capturer, tuer et violer des jeunes filles. Ils vont donc se décider à acheter un véhicule et ils vont réunir leurs économies pour s'acheter en février 1979 une camionnette. C'est une Chevrolet Van gris argenté, un petit peu l'évolution des grands véhicules de hippie avec des phares ronds, la Volkswagen des années 70, qui leur est pas mal plus pratique qu'une voiture. Alors le véhicule est sans fenêtre d'un côté, et sur l'autre il dispose d'une porte coulissante, donc pour eux c'est assez pratique, ça leur permet de s'approcher d'une adolescente, ouvrir la porte coulissante, agripper, tac, fermer et revenir ni vu ni connu. Le véhicule sera nommé le Murder Mac. S'étant procuré la camionnette en février, ils vont passer à l'action avec jusqu'à juin, avec une série d'entraînements. Ils vont prendre au total une vingtaine d'autostoppeuses, mais qui vont pas agresser. C'est deux gars très lucides, capables de se contrôler et de suivre un plan. On n'est pas sur deux pélos qui s'en prennent à tout ce qui bouge. Ces entraînements-là leur permettent de se familiariser avec l'exercice. Ils développent des techniques d'approche, des ruses pour attirer les filles. Ça leur permet aussi de trouver des endroits isolés pour y amener leurs futures victimes. En avril par exemple, ils vont se trouver un chemin pare-feu très isolé, dans les montagnes de San Gabriel au nord de LA, qui serait un endroit parfait. Alors d'après ce que j'ai compris, un pare-feu en Californie, c'est une sorte de trouée en forme de ligne dans la forêt qui empêche les feux de se propager. Ça permet aussi aux lignes électriques de passer et aux secours d'arriver plus vite en les empruntant comme chemin. Et occasionnellement elles sont cultivées. Et Norris et Bittaker vont trouver le portail qui permet d'y accéder, dont ils vont faire péter le cadenas pour mettre le leur. À l'arrière de leur camionnette, ils vont mettre un lit, avec leur fameuse boîte à outils en dessous, qui vont terminer de mettre en place le 24 juin. Ils disposent aussi des vêtements et une glacière qui contient de la bière et toutes sortes de boissons, alcoolisées ou pas. Bon, faut savoir qu'on est dans les années 70, c'est un peu encore le mouvement hippie à ce moment-là. Et le stop c'est extrêmement répandu, surtout en Californie, vu que ça permet de voyager et de découvrir les grands espaces américains, où tu peux te déplacer qu'en voiture parce que c'est extrêmement mal foutu. Il y a un vent de liberté qui règne sur l'Amérique à l'époque, surtout que les gens étaient moins méfiants que maintenant. C'est du coup très courant de voir des adolescents parcourir comme ça l'État l'été, surtout pour ceux qui peuvent pas encore conduire. Et c'est pour ça qu'en Californie, à cette époque-là, il y a une quantité astronomique de serial killers qui ont utilisé cette technique-là pour trouver des victimes. La première d'entre elles pour Lawrence et Roy sera une certaine Lucinda ou Cindy Schaefer, âgée de 16 ans. Et c'est ainsi que ce 24 juin, Lawrence et Norris se rendent tous les deux avec leur camionnette à la plage. On est dans le thème, mais je pense qu'ils avaient moins froid que moi. Bon, d'après eux, ils n'ont pas vraiment de routine, mais ils en profitent pour chiller avec les filles du coin, boire, fumer un peu, passer du bon temps quoi. Ils y restent au final toute la journée et à 19h46 à Redondo Beach, Norris repère Lucinda. Voilà une jolie petite blonde. Lucinda marche vers une rue qui croise la leur. Elle rentre à ce moment d'une réunion de l'église presbytérienne vers la maison de sa grand-mère. Leur première stratégie va être de l'attirer dans la camionnette en l'abordant et en lui proposant de venir fumer un peu avec eux. Mais Lucinda est trop méfiante et ça va pas marcher. Lawrence et Roy vont donc repartir se garer un peu plus loin, le long d'une allée, et ouvrir la porte latérale. Ils se sont placés sur le trajet de Lucinda et lorsque celle-ci arrive à hauteur de la porte, Norris, qui se cache derrière, la saisit et la traîne dans le fond. Bittaker se charge de conduire à toute vitesse vers le chemin de secours des montagnes de San Gabriel, tandis que Norris est toujours à l'arrière. Il se charge de maîtriser Lucinda, et la radio est mise à fond pour couvrir le bruit, le temps qu'il la ligote et la bâillonne. Lucinda a fait preuve d'un magnifique état de maîtrise de soi et a accepté avec calme les conditions sur lesquelles elle n'avait aucun contrôle. Elle n'a versé aucune larme, n'a offert aucune résistance et n'a exprimé aucune grande inquiétude pour sa sécurité. Je suppose qu'elle savait ce qui allait lui arriver. Donc nos deux compères arrivent sur le chemin de secours et arrive le moment où ils vont abuser de Lucinda. Norris demande donc à Bittaker d'aller se promener.
histoire qu'il s'absente un petit peu, que lui puisse tirer son coup quoi. Les deux s'y sont donc pris à tour de rôle, d'abord Norris, ensuite Bittaker et Norris. Lucinda a d'ailleurs demandé si les deux s'apprêtaient à la tuer, ce à quoi ils ont répondu non. Et n'y croyant pas vraiment, elle leur a demandé si elle pouvait prier au moins une seconde avant qu'il l'exécute. Il y a eu une concertation assez mouvementée entre les deux pour savoir s'ils devaient la tuer ou la laisser partir. Donc il y a eu une dispute et apparemment c'est Bittaker qui a insisté pour la tuer, même si au tribunal ils ont tous les deux dit que c'était l'autre qui avait insisté. Finalement c'est Norris qui l'a étranglé et après à peu près 45 secondes il n'a pas pu supporter le regard dans ses yeux et est retourné à l'avant du van pour vomir. Bittaker a ensuite pris le relais, serrant ses mains autour du cou de Lucinda jusqu'à ce qu'elle ait des convulsions et qu'elle s'effondre au sol. Il a ensuite serré autour de son cou un fil de fer avec une pince jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Lucinda aura pas eu le temps de prier. Son corps sera enveloppé dans un rideau de douche en plastique et jeté dans un canyon que Lawrence avait choisi. D'après Norris, une fois que Bittaker l'a jeté, il lui aurait assuré que les animaux le mangeront, donc il n'y aura plus aucune preuve. 2 semaines après ce premier meurtre, le 8 juillet, Lawrence et Roy sont sur la Pacific Coast Highway où ils font la rencontre d'une jeune fille de 18 ans, Andrea Hall. Celle-ci faisait alors du stop, mais ça va pas se passer comme prévu puisque alors que la camionnette de nos deux compères ralentit pour arriver à sa hauteur, elle va juste se faire prendre par un autre véhicule qui va les devancer. Mais ils vont pas se laisser faire, ils vont suivre la voiture qui a pris Andrea jusqu'à ce qu'elle en descente à Redondo Beach. Ils se sont donc une fois de plus arrêtés sur son chemin. Norris s'est caché à l'arrière sous un couvre-lit pour faire croire à Andrea que Bittaker était seul. Donc à moins que le couvre-lit était posé là en bordel, il s'est littéralement caché sous la couette comme un enfant. Lawrence Bittaker s'est aussi mis à l'arrière, là où il y a la glacière, et a proposé à boire à la jeune femme. Mais oui, à l'époque c'était pas encore vu comme une agression. Andrea a accepté, et alors qu'elle allait prendre la boisson que Bittaker lui tendait, Norris a bondi de sa cachette sur elle, ne lui offrant aucune chance de lui échapper. Il y a malgré tout eu un combat acharné, au terme duquel les deux ont réussi à la maîtriser, la faisant hurler de douleur. Norris a ensuite attaché les poignets et les chevilles d'Andrea avec du ruban adhésif, puis s'en est servi pour lui couvrir la bouche. Ils ont ensuite emmené Andrea aux montagnes de San Gabriel, encore plus loin que l'endroit où ils avaient emmené leur précédente victime. Ils ont ensuite abusé d'elle à tour de rôle, d'abord Bittaker, puis Norris, puis encore Bittaker. Mais cette fois, il a été interrompu par Norris, qui avait vu des phares au loin. Bon du coup je suppose qu'ils avaient abandonné ce truc d'aller se promener pendant que c'était à l'autre. Norris devait juste monter la garde pendant qu'il entendait son pote violer une meuf à côté. Ouais, ambiance bizarre moi je dis quand même. Presque gay. Dès que Norris a repéré les lumières, Bittaker a mis sa main sur la bouche de Andrea et l'a tiré vers un buisson pas loin. Donc ouais, les deux étaient à l'extérieur, il n'y en avait pas un dans la camionnette et un dehors. Norris est parti en quête de ses phares, vu que ce qu'il pensait avoir vu s'était pas manifesté une seconde fois. Mais il a trouvé personne. À son retour, histoire d'être sûr, ils ont quand même repris la route pour s'enfoncer encore plus loin dans les montagnes. Là, Bittaker a forcé Andrea à marcher nu sur la route, à lui faire une fellation, puis à poser pendant qu'il prenait des photos Polaroid. Et le calvaire n'est toujours pas fini. Ils ont conduit Andrea jusqu'à un troisième endroit, ils se sont garés et Bittaker est reparti avec Andrea. Tandis que Norris est allé acheter de l'alcool à un magasin proche. Lorsque Norris est revenu, il a trouvé Bittaker en possession de 2 nouvelles photos. Celle-ci représentait simplement le visage de Andrea, déformé par la peur, tandis qu'elle suppliait pour sa vie. Bittaker avait dit à Andrea qu'il allait la tuer et l'a mise au défi de lui faire changer d'avis en lui listant le plus de raisons possibles pour expliquer pourquoi elle devrait être autorisée à rester en vie. Norris décrivit plus tard son visage comme une expression de pure terreur. Bittaker avait écouté Andrea supplier, puis lui avait enfoncé un pic à glace dans le crâne jusqu'au cerveau. Et il a ensuite retourné son corps pour enfoncer le pic à glace dans l'autre oreille. Il dut forcer avec son pied pour l'enfoncer et força jusqu'à ce que le manche se brise. Bittaker a ensuite achevé Andrea en l'étranglant, puis l'a jeté du haut d'une falaise. Bon, ça fait beaucoup de meurtres et de viols, mais la série va pas s'arrêter là. Toujours 2 semaines après, Bittaker et Norris se reposent à un arrêt de bus près de Hermosa Beach. Ça se dit pas comme ça, probablement après une longue journée à chercher des victimes et à aérer, et c'est là qu'ils vont repérer 2 nouvelles filles. 2. Il s'agit de Jackie Gilliam et Jacqueline Lemp, qui ont 15 et 13 ans, mais comme c'est chiant on va dire Jackie et Jacqueline. Une fois de plus, leurs futures victimes font du stop le long de la Pacific Highway, et Bittaker et Norris retournent dans la camionnette pour proposer aux filles de les prendre. Ils leur proposent aussi de la weed, ce qu'elles acceptent. Bon, rapidement, Bittaker qui conduit sort de la Pacific Highway, ce que les filles remarquent immédiatement. Ils essayent bien évidemment de rejoindre les montagnes de San Gabriel. Les filles sont pas contentes du tout, ils essayent donc de les calmer en s'excusant, et ça marche pas. Elles vont à ce moment-là commencer à paniquer et à essayer de s'enfuir, et Jackie va essayer d'ouvrir la porte coulissante. Norris va l'en empêcher en la frappant violemment à l'arrière de la tête avec un sac rempli de poids en plomb. La jeune fille va alors perdre connaissance, et Norris s'attaquer à son autre cible,
alors que Bittaker est toujours en train de conduire. Bon, alors Jackie elle a 15 ans et c'est assez facilement que Roy va la maîtriser, la ligoter et la bâillonner. Mais pendant la lutte, Jacqueline reprend connaissance et retente de s'échapper. Norris va tordre son bras derrière son dos et la traîner jusqu'à l'intérieur de l'habitacle. Bon, Norris galère un petit peu contre une fille de 13 ans et vu que peut-être que ça s'entend en dehors du fourgon ou que ça commence à se voir par la vitre, Bittaker va s'arrêter, aller à l'arrière pour lui prêter main forte. Il va frapper Jackie à la tête parce qu'elle se débat et qu'elle résiste. Ouais, parce qu'en fait aucune des deux filles avait réellement été maîtrisée et complètement ligotée. Donc Bittaker va finir le travail pour les immobiliser. Et cette fois-ci dans les montagnes de San Gabriel, le calvaire va durer encore plus longtemps pour les deux captives, puisqu'elles vont rester 2 jours dans la camionnette, au cours desquels elles seront régulièrement abusées physiquement. Elles seront séquestrées dans la Ford où elles dormiront aux côtés de leur ravisseur, qui se relaye à tour de rôle pour faire le guet. Au cours de ces 2 jours dans les montagnes de San Gabriel, Bittaker va encore une fois sortir sur les collines voisines avec une des captives pour improviser avec elle un petit shooting de photos porno. Il a aussi demandé à Norris de l'aider à prendre des photos de Jackie et de lui, nus et habillés. Bon, outre la gravité du truc, les deux commencent à se faire confiance. Ils se sont vus à poil quand même. Lors d'une des 3 fois où Bittaker a violé Jackie, il a aussi enregistré un audio de lui en train de le faire, lui indiquant qu'elle pouvait se sentir libre d'exprimer sa douleur et la forçant à faire comme si elle était sa cousine. Bittaker aurait ensuite poignardé les seins de sa victime au pic à glace avant de lui arracher un mamelon à la pince. Après leurs 2 jours de captivité, Jacqueline et Jackie furent assassinés. Norris avait demandé à Bittaker de tuer rapidement Jackie, sans trop la faire souffrir, car celle-ci avait été plus coopérative. Malgré ça, Bittaker aurait répondu « Non, elle ne meurt qu'une seule fois de toute façon. » Elle a aussi été poignardée dans les oreilles avec un pic à glace, puis étranglée à mort. Après cet assassinat, Bittaker a forcé Jacqueline à sortir de la camionnette par la porte coulissante. « Tu voulais rester vierge, maintenant tu peux mourir vierge. » Norris lui frappa la tête avec un marteau. Bittaker a étranglé Jacqueline jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus, mais à sa grande surprise, elle a encore ouvert les yeux après. Norris a donc continué à plusieurs reprises de lui abattre le marteau sur le crâne et Bittaker de l'étrangler. Son corps fut jeté dans le vide, derrière la glissière de sécurité de la route. La dernière victime de Norris et Bittaker fut Shirley Ledford. Ça s'est passé le 31 octobre 1979, il y a exactement 44 ans. Shirley a 16 ans, elle rentre à ce moment-là justement d'une fête d'Halloween qu'elle a passée à Sunland Tujunga, Sunland, cette ville qui est à 40 km de Redondo Beach, de l'autre côté de Los Angeles, plus dans les montagnes. Bittaker connaît quand même pas mal le coin, vu qu'il est un habitué d'un restaurant de la ville où justement Shirley occupe un poste de serveuse à temps partiel. Quand elle le croise, attendant que quelqu'un la prenne en stop dans une station essence, elle le reconnaît, est rassurée et accepte d'être prise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà eu un petit rapprochement au moins entre elle et Bittaker, qui lui avait carrément demandé de sortir avec lui, ce qu'elle avait refusé. Bon, du coup, peut-être qu'elle pensait profiter des sentiments de Bittaker pour pouvoir rentrer chez elle. Mais Bittaker n'a pas de sentiments. Shirley rentre donc à l'arrière de la camionnette pour être reconduite chez elle, où Norris lui a proposé de fumer, ce qu'elle aurait refusé. Tout se passe bien au début, Bittaker conduit alors que les 2 autres passagers sont à l'arrière, mais il va s'arrêter dans une ruelle isolée. La camionnette arrêtée, Norris sort un couteau, bâillonne et ligote Shirley avec du ruban adhésif. Enfin, vous savez, le gros scotch gris vénère là. Norris va prendre le relais et conduire pendant 1 heure pour mettre le plus de distance possible entre eux et Sunland. À l'arrière, Bittaker va prendre un magnétophone, l'allumer et va commencer à s'attaquer à la jeune fille, se moquant d'elle, puis la giflant et la battant. Mais Shirley ne dit rien et reste assez inexpressive pour quelqu'un qui est dans sa situation en tout cas, qui va frustrer Bittaker. Il va tour à tour enlever le scotch de ses jambes, puis sa bouche, lui hurlant de dire quelque chose. Shirley va se mettre à crier et Bittaker va continuer à s'énerver et à lui hurler dessus pour qu'elle crie plus fort, tout en la frappant. Qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas crier? Shirley commence à pleurer et à crier « Non, ne me touche pas !» En réponse, Bittaker lui a ordonné de faire le plus de bruit qu'elle voulait et a pris un marteau pour la frapper, puis a frappé ses seins avec ses poings. Pendant ce temps-là, Shirley continuait de pleurer et de supplier pour que son calvaire s'arrête. Sur l'enregistrement du magnétophone, on peut entendre les bruits de supplication, que Norris décrira plus tard comme des cris constants, ainsi que les outils qui sont extraits de la boîte en métal, la fameuse toolbox. Le marteau, les pinces, tout y passe. Nous avons tous entendu des femmes crier dans des films d'horreur, mais nous savons que personne ne crie vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une actrice ne peut pas produire des sons qui nous convainquent que quelque chose d'ignoble et d'odieux se produit. Si vous avez déjà entendu cette cassette, il est tout simplement impossible que vous ne commenciez pas à pleurer et à trembler. Je doute que vous puissiez en écouter plus de 60 secondes complètes. Norris va intervertir les rôles avec Bittaker, rallumer le magnétophone et aboyer. Vas-y, crie
je te ferai crier. Shirley lui répond qu'elle criera si Norris arrête de la frapper, ce qu'il fait dans un premier temps où ses victimes commencent à émettre des cris aigus, jusqu'à ce que Norris lui demande d'arrêter. Surtout que Norris sait que Shirley a des origines hispaniques, et souvenez-vous qu'il déteste ça. Il a ensuite repris le marteau, alors que Shirley, le voyant prendre l'outil dans la caisse, cria « Oh non !» Norris la frappa au coude gauche, le cassant. Voyant ça, sa victime lui demande de plus frapper, mais Norris n'écoute pas, il la frappera 25 fois consécutives sur ce même coude, avant de demander « Pourquoi pleures-tu » alors que Shirley criait et était en larmes. Bon, Shirley a au moins pas trop souffert comparé aux deux autres victimes d'avant, puisqu'au bout de 2 heures, Norris l'a étranglé, une fois de plus en serrant un fil de fer autour de son cou avec 2 pinces. Bon, apparemment Shirley a pas beaucoup réagi, je pense qu'elle était déjà au bout quoi. Elle a gardé les yeux ouverts. Et d'après Norris, une fois de plus, il l'aurait tué après que Bittaker lui ait demandé. Je devais la tuer parce que je n'avais encore tué personne. Je savais que ça allait arriver, alors j'acceptais. Bittaker a jeté le corps au hasard sur une pelouse. En fait, ils vont carrément retourner à Sunland et mettre le corps sur une sorte de lit de lierre dans une cour directement devant chez quelqu'un. Bon alors déjà, bon courage au mec qui va retrouver ça devant chez lui de bon matin, mais on voit qu'il commence à prendre la confiance en fait, et en général, c'est à partir de ces moments-là que les tueurs en série commencent à faire des erreurs et à se faire prendre. Et bah ça va être le cas pour eux, vu qu'ils vont se prendre un coup de karma. Je vous spoil pas. Parce que quand les autorités ont le corps, en fait, ça change absolument tout. Parce qu'il y a forcément toujours des indices, et même quand ils sont très minimes, ça peut toujours aider. Et surtout que bah, le corps est là, genre, tu sais que la victime est morte, elle est pas disparue à l'autre bout des États-Unis ou quoi, elle est là, elle est morte. Donc petit tip ça, si jamais vous tuez quelqu'un, petit accident ça arrive, bah cachez le corps en priorité quoi, le reste c'est moins important, en priorité ça quoi. Bon, l'objectif derrière cette manœuvre c'est de voir la réaction de la presse, mais ça va surtout déclencher une enquête. Le lendemain matin, un jogger fait donc tranquillement sa course matinale dans Sunland et il va donc retrouver le corps tranquillement allongé sur le lit de lierre. Il va aussitôt, comme je l'ai dit, appeler les autorités et c'est maintenant que l'enquête commence. Et c'est là que l'autopsie va commencer à être réalisée. Donc en plus d'avoir été violée, on sait qu'elle est morte par strangulation et elle a des marques de coups qui lui ont déformé le visage, à peu près tout le corps en fait d'ailleurs. Elle a aussi des déchirures internes après que Bittaker ait inséré des pinces en elle. Sa main gauche a été trouée et sa main droite déchirée. Mais alors, Norris et son pote, comment ils vont se faire capturer ? Quelle va être leur erreur ? Est-ce que pendant leur prochain meurtre, ils vont faire une erreur ? Est-ce qu'ils en ont peut-être déjà fait une ? Est-ce que la police en sait déjà assez pour les suspecter ? Bah en fait, grosso merdo, c'est juste que Norris va faire de la merde et se cramer tout seul. Leur dernier meurtre date d'Halloween, et juste après ça, au cours du mois de novembre 1979, Roy va renouer avec un certain Joseph Jackson, qui sort aussi de la California Men's Colony. Alors peut-être qu'il voulait upgrade son équipe en faisant un trio meurtrier, mais il va commencer à lui parler de ses actions avec Bittaker. Il va tout lui raconter de leurs activités depuis 5 mois, y compris toute la partie des détails gore. La partie graphique, et également pour Shirley dont le corps a été trouvé. Il va aussi lui dire qu'il y a eu 3 accidents, dont je vous ai pas parlé mais qui ont eu lieu, alors que lui et Bittaker tentaient de capturer des femmes. Et dans un cas d'ailleurs, il y en a une qui a été capturée, violée, mais qui a réussi à s'enfuir. L'ami de Norris, Joseph Jackson, va être opportuniste, il va en parler à son avocat qui va directement lui conseiller d'aller voir les autorités, normal, et c'est l'avocat lui-même qui va appeler le département de police de Los Angeles, qui va transmettre ça au détective de Hermosa Beach. Non, ça se prononce toujours pas comme ça. Ils vont confier ça à un de leurs détectives, Paul Bynum, qui était déjà sur l'affaire en fait. Ce dernier va rapidement constater que les affirmations de Jackson collent plutôt bien à des cas de personnes disparues qu'ils ont eu à régler ces derniers mois. Et c'est aussi assez similaire à une plainte pour viol d'une certaine Robin Robeck. Le 30 septembre, en effet, Bittaker et Norris avaient repéré une nouvelle proie. Alors qu'elle marchait à hauteur de la camionnette, Robin avait été aspergée de mace, qui est en gros un spray de self-défense, comme les trucs au poivre là. Elle a été traînée à l'arrière de la camionnette, la Ford de Bittaker, puis violée. Elle décrit ses agresseurs comme 2 hommes blancs dans la trentaine, mais sans les identifier plus que ça, et c'est pour ça que sa plainte avait pas mené à grand chose. Mais pour les détails, ça correspond énormément à ce que Joseph Jackson a rapporté à la police, et ce serait bizarre que ce mec connaisse autant de détails sur des affaires de la police d'Hermosa Beach qui n'ont mené nulle part. Mais pour ce qui est de l'identification, c'est pas vraiment un problème puisque le détective Paul Bynum va se rendre chez Robin dans l'Oregon et lui montrer une série de photos d'identité. Et Robeck va s'arrêter sur 2 d'entre elles, et vous l'avez deviné, ce sont celles de Norris et Bittaker. C'est à ce moment-là que les deux sont passés de suspects potentiels à quasiment coupables, au moins pour ce viol-là. Donc maintenant, il va falloir les arrêter, les capturer, et surtout réussir à les relier aux autres affaires de personnes disparues
dans lesquelles on les soupçonne fortement. Donc que ce soit celles racontées par Joseph ou les autres dossiers de personnes disparues que la police a eu à régler au fil des mois à Los Angeles. Les policiers ont placé Norris sous surveillance et se sont rapidement rendus compte de son trafic de cannabis, ce qui en plus d'être illégal viole les conditions de sa libération conditionnelle. C'est avec ce motif-là qu'ils vont l'arrêter le 20 novembre. Norris a été repéré en train de vendre de l'herbe et Bittaker, qui a également été arrêté peu après, en était carrément en possession au moment de l'interpellation. Ils vont organiser une séance d'identification avec Robin Robeck, qui les avait tous les deux identifiés sur leurs photos d'identité, mais malheureusement cette fois elle sera plus capable de les identifier formellement. Je suppose qu'ils ont un peu changé depuis. Mais les preuves à l'encontre du duo vont subitement devenir accablantes à la suite de la perquisition de l'appartement de Norris. Des photos Polaroid de Jackie et Andrea, si vous vous souvenez, vont être trouvées. Je sais pas exactement ce que c'est, mais vu la direction artistique de nos deux photographes, à mon avis c'est assez accablant. Et de toute façon c'est vraiment pas tout ce qu'ils ont trouvé. Ils vont perquisitionner la camionnette de Bittaker, le Murder Mac, et vu que tout est prêt à l'intérieur, ils vont trouver beaucoup de preuves et d'indices. Un pot de vaseline, le marteau, un sac en plastique rempli de poids et de plomb, 2 colliers qui appartenaient aux victimes, un bracelet de Shirley, ainsi qu'un livre expliquant comment localiser les fréquences radio de la police, ce qui est turbo cramé. En plus de ça, il y a des enregistrements. Et connaissant une fois de plus le genre d'audio qu'ils font, ils sont dans la méga merde. C'est des enregistrements où la victime est en détresse évidente. On peut y entendre la femme crier et implorer pendant qu'elle est abusée. Vous voyez ce que c'est, j'ai déjà décrit ce qu'ils enregistraient. Concernant cet enregistrement, c'est Shirley qu'on entend, et sa mère va la reconnaître formellement dessus. Bon, force à elle qui a dû écouter ça. Et les deux hommes qui sont plutôt forcément détendus sur l'audio, qui se moquent et menacent Shirley, ils sont clairement identifiables comme Norris et Bittaker. Bon, là les mecs se sont retrouvés dans la maxi-merde du jour au lendemain, et c'est toujours pas fini, vu que la police va perquisitionner le motel de Bittaker, où ils vont trouver 7 bouteilles d'acide. Et apparemment celui-ci comptait s'en servir dans les prochains crimes. Chez Bittaker, on va également retrouver encore plus de photos Polaroid, qui représentent au total plus de 500 jeunes femmes, le tout bien sûr pris à leur insu. Le mec a mine de rien pris 500 photos, c'est compulsif à ce stade, et ça rappelle pas mal le beau-père de Suzanne Powell pour ceux qui se souviennent. C'est des mecs qui ont aucune limite, même pour des simples photos tu comprends que c'est leur obsession. Ces photos ont été prises à Redondo Beach et Hermosa Beach, et une série a été faite dans un lycée de Burbank. Je sais pas du tout comment Bittaker s'est introduit dans ce lycée, s'il avait le droit d'être là ou pas, mais ça en dit beaucoup sur la vie qu'il menait et ses hobbies avant et peut-être pendant les meurtres. 60 de ces femmes sont identifiées, mais elles vont toutes bien, elles ont juste été prises à leur insu. Le petit détail, c'est que 19 de ces femmes qui ont été identifiées sont aussi portées disparues. Donc soit il y a beaucoup de filles portées disparues en Californie à cette époque, ce qui est pas forcément faux, soit il y a eu beaucoup plus de meurtres qu'on pense et il y a des trous dans l'histoire. Ou alors la police a fait de la merde. Perso, je pense pas qu'ils aient tué plus de femmes, sauf en ce qui concerne une des photos. Elle représente une jeune femme blanche non identifiée et elle a apparemment été prise dans le même genre de conditions que celle de Andrea, Jacqueline ou Jackie. Bon, je sais pas si on la voyait dedans, dehors, près de la camionnette habillée ou pas, mais en gros, c'est dans les mêmes circonstances apparemment. Bon, je suis quand même pas certain, sachant qu'il y a une photo, alors que pour les autres victimes, ils en ont pris genre 1 milliard. Et surtout qu'ils n'ont pas reconnu son visage, donc ça veut dire qu'elle n'est pas enregistrée comme personne disparue. À moins qu'on voit pas son visage sur la photo, auquel cas ça peut être une photo des autres victimes. Donc c'est compliqué. Le 30 novembre, Norris va assister à une audience préliminaire concernant le viol de Robin, où il va montrer des signes ostensibles de stress. Alors qu'en vrai, c'est même pas la peine d'être stressé, vu que à ce stade, le mec est déjà ultra mort. Et avant même qu'on lui présente la phrase classique du « vous avez le droit de garder le silence », Norris va commencer à parler pour tout nier. Bon, ça va pas durer compte tenu des preuves et Norris va rapidement craquer et commencer à avouer. Il va adopter la classique stratégie d'essayer de mettre le plus de choses possible sur le dos de Bittaker et va absolument raconter tout ce que je vous ai dit. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour l'article Wikipédia par exemple, en français du moins, il est sous le nom de Bittaker, même si on parle un peu de Norris. Bittaker est vu comme le chef des deux, mais pour vrai je pense pas que ce soit le cas. La plupart de ce que je vous ai raconté au début, c'est basé sur Norris a dit, donc il a sûrement pris des petites libertés avec la réalité. C'est la plupart du temps d'ailleurs Bittaker qui tue, ou quand Norris tue, il précise bien que c'est Bittaker qui lui a demandé. On se souvient de la fameuse dispute, tout ça. Norris, lui, il dit qu'il était pas là pour la partie meurtre, contrairement à Bittaker. Lui, c'était plus tout ce qui est viol qui l'intéressait. C'est un petit peu mieux apparemment. Il y a pas mal de moments dans son histoire où c'est Bittaker qui a fait les choses les plus graves, mais pour ma part, je pense pas qu'il ait une implication pire que Norris dans l'histoire. C'est juste que Norris a été arrêté en premier, que la police avait plus d'éléments pour lui,
et qu'il était plus coopératif, quoi. Il va en tout cas en révéler pas mal sur leur mode opératoire, notamment qu'ils traînent beaucoup sur la Pacific Coast Highway, parce que c'est un bon moyen de repérer des autostoppeuses, qu'on avait compris. Ensuite, ils essayent de les attirer, en leur proposant simplement de se promener avec eux ou de fumer, même si leur première victime, Lucinda, a été agrippée et traînée de force à l'intérieur, ce qui lui aurait carrément fait perdre une chaussure. Norris a beaucoup collaboré avec les autorités, retournant même dans les montagnes de San Gabriel avec eux pour tenter de retrouver les corps. Ils vont s'y rendre plusieurs fois, faire des fouilles avancées et ne jamais rien trouver, jusqu'au 9 février 1980, où les corps de Jackie et Jacqueline seront retrouvés au fond d'un cours d'eau asséché. D'après ce que j'ai compris, les restes étaient dispersés sur une centaine de mètres, et le pic à glace était encore dans le crâne de Jackie. Jacqueline a quant à elle sur le crâne encore des traces de coups et de coups de couteau de Norris. C'est donc en février 1980 que le duo a finalement été accusé du meurtre des 5 filles, et Norris a accepté de plaider coupable et de témoigner contre Bittaker en échange de l'abandon de la peine de mort à son encontre. Il a donc plaidé coupable pour 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, un chef d'accusation de meurtre au deuxième degré, 2 chefs d'accusation de viol et un chef d'accusation de vol qualifié. C'est beaucoup. Il a mangé 45 ans, avec possibilité de liberté conditionnelle à partir de 2010, et voilà ce que les spécialistes ont dit sur lui. Norris n'a jamais manifesté de remords ni de compassion à l'égard de ses actes brutaux envers les victimes. L'accusé semble compulsif dans son besoin d'infliger de la douleur et de la torture aux femmes. Norris peut raisonnablement être considéré comme un sociopathe extrême, dont le comportement dépravé est au-delà de la réhabilitation. Bon, après que son copain l'ait lâché, Bittaker est encore plus dans la merde, accusé de 29 chefs d'inculpation pour les 5 meurtres. Il y a aussi un complot en vue de commettre un meurtre, puisque pendant son incarcération en attendant son procès, il aurait essayé de convaincre 2 détenus qui étaient avec lui mais qui allaient bientôt être libérés d'aller assassiner Robin Robeck pour l'empêcher de témoigner, en mode il est à s'apprêter. Pendant le procès de Bittaker, le témoin principal c'est Slasher de Norris, qui à la barre va raconter tout ce que je vous ai dit. Je vais passer assez rapidement là-dessus vu qu'on a déjà tous les détails et que le procès c'est un petit peu la partie chiante. En plus de tout ça, il informe aussi les autorités de plusieurs tentatives qu'ils ont fait et qui ont échoué, avec une femme nommée Jeanne Maline et une autre non identifiée le 30 et 27 septembre. Au procès, on a aussi plusieurs femmes qui viennent témoigner contre Bittaker en disant qu'il leur a montré certaines des photos, notamment sa voisine, une certaine Christiana Dreil, âgée de 17 ans, à qui il aurait dit en lui montrant une photo de Jackie « Les filles que j'ai ne parleront plus ». Elle aura également pu écouter une cassette dans laquelle on entend 2 filles crier et Bittaker rire. La question étant maintenant pourquoi elle a rien fait. À la barre, on reçoit aussi un certain Lloyd Douglas qui partageait une cellule avec Bittaker après son arrestation finale de novembre 1979. Lawrence lui aurait raconté en détail la torture de Jackie et aussi de Shirley. Avec les multiples détails que je vous ai racontés plus tôt, je vais vomir. La défense va quant à elle tout mettre sur le dos de Norris en utilisant son passé de délinquant sexuel, ce que Bittaker n'a pas avant la rencontre des deux. Ils vont notamment faire venir un de ses amis, Richard Shupman, avec qui il s'est confié sur ses envies de violer des jeunes filles. Bon, pour vrai, moi ça m'intéresse pas beaucoup ce genre de joute pénale où chacun est de mauvaise foi. Je pense que les deux avaient une implication assez similaire dans l'affaire, comme j'ai dit. Pour une fois, c'est un duo de tueurs assez équilibré, où il n'y a pas un mec qui en entraîne un autre qui est plus dominé. Vraiment, c'est juste le hasard qui a fait que 2 mecs tarés se sont rencontrés pour s'associer. Bon, il y a la prison aussi qui a fait ça. Peut-être que Norris a quand même entraîné Bittaker sur le terrain des crimes sexuels, puisque lui avait juste un passé de tueur. En fait, les deux se sont alliés, le passé de tueur de Bittaker et les crimes sexuels de Norris. Fusion comme dans Dragon Ball. Par la suite, le procureur Stephen Kay préviendra l'Assemblée pour ce qui allait devenir la preuve ultime du procès. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas à quoi ressemble l'enfer, vous le découvrirez. Il s'agit des 17 minutes d'enregistrement retrouvées dans la camionnette. Elles seront passées durant le procès en intégralité et ce sera la preuve principale. Contenu que Bittaker écoutait apparemment régulièrement en conduisant à la recherche de nouvelles victimes, trouvant l'audio vraiment drôle, ce qui ne fut pas l'avis de la centaine de personnes présentes dans la salle, certains pleurant ou se couvrant le visage de leurs mains. Bittaker, lui, a souri et Stephen Kay a quitté la salle. Tous ceux qui ont entendu cette cassette ont eu leur vie affectée. J'imagine simplement ces filles, à quel point elles étaient seules lorsqu'elles sont mortes. Vous avez vraiment raison. La cassette a bien fait d'avoir été présentée au procès. Le jury doit savoir ce que ces gars ont fait. Et devant ces multiples preuves accablantes, Bittaker va simplement dire qu'il avait payé les filles, que ce soit pour les rapports, les photos et les enregistrements qui seraient joués. Pour le double meurtre Jackie et Jacqueline par exemple, il dit que quand il est parti, elles étaient encore vivantes et qu'il les a simplement laissées seules avec Norris et la camionnette. Bon, c'est de la merde. Il y a énormément de détails sur le procès, comme par exemple quand le procureur dit que la peine de mort serait pas suffisante, ou quand il s'est levé pour montrer les photos à l'Assemblée.
mais en vrai ça nous intéresse pas vraiment. Bittaker a pris la peine de mort en 1980, ce qui a pas semblé le secouer plus que ça. La seule chose qui semble réellement regretter, c'est de s'être fait prendre. Il a fini par s'excuser, mais malgré les psychologues, il est vraiment pas sincère et il semble juste se réjouir de sa notoriété plutôt qu'autre chose. Il répondra aux courriers de ses admirateurs et surtout admiratrices et accordera des entretiens dans le couloir de la mort, perdant aussi des procès en appel. Il a aussi fait des procès à des personnels de la prison, notamment un parce qu'on lui aurait servi des biscuits cassés et des sandwichs écrasés à la cantine. Le pauvre, hein. Bon, ça aura au moins pour effet de lui faire perdre toute crédibilité aux yeux de la justice. Il est finalement mort de cause naturelle avant de recevoir sa peine, en 2019, suivi par Norris l'année suivante, qui était âgé de 72 ans. Ils auront, heureusement, plus jamais revu l'extérieur. Bon, ça fait 50 minutes que je suis là pour 1 heure à être arrivé ici, donc je vais conclure maintenant sur ce magnifique paysage de plage. J'espère vraiment que je suis pas en retard, j'espère que j'ai rien oublié, je me suis énormément basé sur Wikipédia pour celle-ci, parce que l'article en anglais est très complet. Il est surtout basé sur des livres que je n'ai pas l'argent pour acheter, ni le temps de recevoir, et de lire, surtout pas en anglais d'ailleurs. C'est enfin mon grand retour, ça fait longtemps que j'étais parti, comme d'hab en début d'année j'ai énormément de trucs à faire, et c'est le bordel. Je suis près de la mer maintenant. Je songe à arrêter le true crime, dites-moi ce que vous en pensez, la prochaine vidéo parlera de la Corée du Nord comme le peuple l'a demandé. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et mes petits Dark Sasuke des plaines d'Orient, je vous dis à bientôt et j'espère pas revenir encore dans 50 ans.